Bonsoir à toutes et tous. Très bon chauffeur de salle. Hein. Vous pouvez vous rasseoir, bien sûr. Et donc, effectivement, chez les shifters, on a l'ambition de mettre les voitures au régime parce que, comme vous l'avez vu, les voitures, le poids moyen des voitures a pris énormément ces dernières années. Vous le voyez dans les rues tous les jours. Et donc, on pourrait se demander, mais en quoi c'est un problème ? Pourquoi c'est un problème pour la société ? En fait, chez les shifters, on a constaté, on a réfléchi à cela, on s'est documenté, et c'est un problème de société de plusieurs manières. L'augmentation du poids des véhicules, elle a vraiment plusieurs impacts négatifs pour la société en entier. Et donc, Greg, on a déjà cité quelques-uns. C'est plus d'émissions de CO2 parce que les voitures sont plus lourdes et donc il faut plus de carburant ou d'électricité pour les faire rouler. Mais aussi, ça prend plus de place sur la route et dans l'espace public. Donc vous savez que certainement qu'il y a des rues à Bruxelles qui ont dû être mises à sens unique parce qu'elles sont trop étroites pour que deux voitures puissent se croiser sans arracher les rétroviseurs. Mais ça cause aussi plus d'usure de la route. Donc en termes d'urbanisme, ça a un impact assez conséquent. Greg, tu as aussi parlé de la sécurité routière. Donc, bien sûr, quand une voiture plus lourde va être en collision avec des usagers légers, il y aura plus d'accidents graves, voire mortels. Ça a vraiment un impact sur la sécurité routière. Et également sur les comportements, donc un peu lié à la sécurité routière. Quand un conducteur va être au volant d'une voiture puissante et volumineuse, il aura plus tendance à avoir une conduite agressive ou brutale et à faire des infractions du code de la route, ce qui peut entraîner également des accidents. Et enfin, le dernier impact négatif qu'on a constaté, c'est que pour faire des voitures plus volumineuses, plus lourdes, il faut plus de matériaux pour la produire, il faut extraire plus de ressources de la terre, et comme vous le savez, les ressources sont finies, donc ça pose un problème pour l'extraction des métaux et d'autres ressources. Et donc, avec ce constat, chez les shifters, on s'est demandé comment on pourrait agir pour essayer de décarboner la mobilité, puisque comme vous voyez sur notre drapeau, les shifters, on est une ASBL, on a vocation à décarboner l'économie belge. On est une ASBL de bénévoles et on agit pour la transition bas carbone de la société. Donc, les enjeux énergie-climat sont un peu au centre de notre réflexion. Et pour agir, on a un peu deux modes d'action principaux, globalement. Soit on va faire de la sensibilisation du grand public, donc on peut organiser des conférences, des ateliers, des fresques, ou aussi un festival de ciné-débat qui s'appelle Projection Transition et qui a lieu chaque année au mois de novembre à Bruxelles et cette année aussi à Liège. Et pour agir, on fait aussi ce qu'on appelle de l'influence politique, du plaidoyer. Donc on va rencontrer les différents décideurs politiques, les administrations publiques, pour leur suggérer des recommandations pour décarboner en fait, l'économie sur différents secteurs. Et donc, dans le cas de l'augmentation du poids des véhicules, c'est du plaidoyer qu'on a fait. Et donc, on l'a appelé régime, parce qu'on veut mettre les voitures au régime. Et donc, on avait rencontré à peu près tous les partis politiques à Bruxelles pour leur proposer des recommandations un peu clés en main pour limiter l'achat et la circulation des voitures lourdes. Et donc, c'est aussi dans le cadre de ce plaidoyer-là qu'on a organisé cet événement ce soir autour des véhicules légers. Alors, les véhicules légers, vous en avez vu certains à l'entrée, c'est une solution de mobilité durable et bas carbone j'allais dire pour le futur, mais en fait pour aujourd'hui déjà, puisqu'il en existe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment déjà une solution pour aujourd'hui. Et donc, en organisant tout cet événement-là ce soir autour des véhicules légers, on voulait surtout un peu promouvoir des imaginaires désirables et durables autour de la mobilité décarbonée. Et donc, ça passe par le documentaire qu'on va vous montrer, La Nouvelle Aventure Mobile, qui va faire un peu la description et un commentaire sur l'utilisation des véhicules légers. Après le documentaire, on aura une table ronde avec des panélistes qui sont déjà là, qui sont des experts sur la mobilité. Et comme vous l'avez vu, donc, il y a aussi des véhicules légers qui sont exposés à la tricoterie à l'extérieur. Ça a été une organisation assez incroyable pour les faire venir. Mais en tout cas, ils sont là, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu, à aller les voir après. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être là toutes et tous ce soir, d'avoir répondu présent à notre événement. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et donc place à la projection. Ça vous a plu ? Allez, on peut attaquer la deuxième partie de soirée alors. On va essayer de répondre à la question qui se posait, qu'il vous posait, c'est-à-dire, et moi là-dedans finalement.
Ce soir, sur toute cette soirée, on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de répondre à plusieurs questions. La première, c'était Kesako. Je pense que beaucoup d'entre vous, avant d'arriver ici, n'avaient aucune idée de ce que c'était un quadricycle, un tricycle léger, une voiture, microcar ou autre. Le deuxième objectif, c'était vraiment de le faire voir, montrer. Pour rappel, les différents modèles que vous avez ici sont tous quasi des pièces uniques, que ce soit le car bike ou la bagnole, c'est la toute première fois qu'elle pose leur roue en Belgique, donc c'est pas à l'occasion d'un salon de l'auto ou d'un énorme événement, c'est à l'occasion de notre soirée. Et les deux protos belges, qui sont à un autre stade de développement mais qui ont tout leur mérite, sont également deux pièces uniques, donc vous avez vraiment juste à ce niveau-là déjà pu découvrir des choses complètement exceptionnelles. Restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'on va maintenant avoir un débat, un panel avec, comme vous voyez les chaises ici, plusieurs experts qui, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun qui est venu qui va sortir un lapin de son chapeau pour dire tiens, il suffit de faire ça, il suffit de donner autant d'argent dans tel secteur pour que ça se développe. Mais néanmoins, ouais, c'est bon, si tu as juste la petite photo après, pour faire la transition avec le débat de cette soirée. En fait, je voulais vous montrer une photo, je ne sais pas si elle arrive. Ah oui. Qui résume un peu la situation. Pendant que nos panélistes peuvent s'installer, je vais avoir le plaisir de les présenter. N'hésitez pas à prendre place. Je vais d'abord, pendant ce temps-là, vous montrer une petite photo de mon jardin et d'une partie de ma collection de microcars. Vous savez, ce genre de petits modèles que vous allez chercher chez votre libraire tous les jeudis. Le premier est à 2,90 €, puis à partir du deuxième numéro, vous vous rendez compte que vous êtes fait arnaquer. Puis à partir du troisième numéro, vous réalisez qu'il va y avoir 60 numéros et que vous êtes vraiment fait arnaquer. Qu'est-ce qui est intéressant et quel est le lien, quel est le rapport avec le débat de ce soir? Eh bien, tout simplement, et du coup, je vais me mettre de l'autre côté, tout simplement, il y a deux infos que peut-être là-bas, tout au bout, vous ne savez pas lire. C'est la date. En fait, j'ai pris ici uniquement les modèles des années 1920 jusqu'aux années 50. Donc, vous voyez, première chose, le sujet n'est pas nouveau. Et la deuxième chose, c'est que plus aucun de ces modèles n'existe. Tous ont disparu. Et pourquoi ils ont disparu? Pour des raisons qui, finalement, quand on regarde la situation un siècle plus tard, sont un peu les mêmes. Il y avait un problème d'image, un problème de prix, un problème de production, un problème de concurrence aussi, parce que plus personne ne se souvient de ces modèles-là, mais tout le monde se souvient de la 2 chevaux, de la Fiat 500 ou encore de la Coccinelle. Alors pour voir si on va vers la même situation, on a invité plusieurs experts ce soir. Restez bien, je disais, jusqu'à la fin, parce qu'il y a un panéliste qui n'est pas là, mais qui sera en vidéo, et je peux déjà vous dire, ce sera à la toute fin, c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire en matière de mobilité en Belgique. Alors, ladies first. Ah ben je sais bien, je suis content, t'as mis ta fait à gauche. Béatrice, ils sont pas classés comme c'était sur la chaise, c'est pas très grave. Béatrice, c'est ladies first, d'autant que on avait prévu, on aurait adoré qu'il y ait une répartition plus équitable de la jante féminine. Donc, à tout honneur, tout seigneur, d'abord, vous êtes conseillère mobilité auprès de ACT Wallonia, les vieux comme moi disent encore l'Union Wallonne des entreprises. Vous faites plein de choses en matière de mobilité pour les entreprises, et on sait qu'en Belgique, la mobilité du travail elle est très très importante. Si on prend par exemple, aujourd'hui il y a des primes sur rien, par contre il y a une très belle fiscalité pour les entreprises. Vous donnez juste un chiffre, 90% des voitures en Belgique sont des voitures en B2B, pas forcément des voitures de fonction, mais achetées par des entreprises. Xavier, juste à côté de vous, Xavier Takoun, que l'on voit, bonsoir, ça fait très plaisir, déjà c'est l'occasion de se vous voyer. C'est pas toujours l'occasion, parce que genre on ne se connaît pas du tout. Vous êtes administrateur de Espace Mobilité, à ne pas du tout confondre avec Bruxelles Mobilité, ça n'a aucun rapport. Et avec vous, on verra l'axe des pouvoirs publics. Donc vous ne représentez pas, vous n'êtes pas un représentant des pouvoirs publics. C'est un peu ce qui nous manque ce soir d'ailleurs, pour tout vous dire. Et c'est pas faux d'avoir essayé. Mais vous êtes régulièrement en contact, justement, lorsqu'il s'agit de réaménager une place, un boulevard ou un autre espace public. Donc on verra avec vous un peu quels sont tous les challenges au niveau belge. Avec vous, Guido Sacchetto, on va prendre un petit peu de hauteur parce que vous travaillez pour RTD, vous ainsi que Patrick, que je salue également, à la recherche et l'innovation à la Commission européenne. Donc ça permettra d'une part, grâce à votre connaissance, à votre expérience, de voir un peu, tiens, on a vu ici des exemples dans le film, des exemples français, on peut entre nous parler de situation belge, mais quid déjà dans les autres pays? Première question. Et la deuxième question, c'est que fait
la Commission européenne, quels sont les projets. Et là, je pense que vous aurez, je vais essayer de pas trop vous laisser la parole, parce qu'il y a plein de projets sur lesquels vous travaillez, et qui ne sont pas forcément des vélis, mais également dans ce downsizing des véhicules. Louis, bonsoir Louis. On est très heureux de vous voir ce soir en live, parce que jusque ce matin, on ne savait pas pour une bonne raison, je peux le dire ou pas ? Voilà, parce que vous attendez un très heureux événement dans les heures qui viennent. Et on voit que madame est venue avec vous, et pas venue en limousine, ils sont venus en car-bike. Le car-bike qui est devant, c'est le tout premier, le seul, la pièce unique belge, disais-je, dont vous êtes l'heureux propriétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis en train de parler de véli, on va tous parler de véli. Vous vivez les vélis, puisque vous vivez ça au quotidien en car-bike. On avait même fait un petit reportage avant, un petit tournage, au cas où ce soir il y aura un bug technique. Mais encore merci madame, donc vous êtes venus à 3. Et donc grâce à vous, on a dépassé la capacité de la salle. Je crois que ça peut... On peut l'applaudir, ça. Et last but not least, je disais que vous vivez, on peut pas que parler des vélis, vous les vivez. Et mot de la fin, dans ce premier tour de table de présentation, pardon, Bertrand Brem, vous êtes brand director de Kilo pour la bagnole, on vous a vu dans le film. Donc Louis, vous le vivez, vous en vivez, c'est encore tout à fait différent. Et justement, j'avais une première question pour vous, on vous a vu dans le film, chacun a son avis différent, tiens, chacun a quelque chose qui l'a marqué dans le film. Moi, c'était le côté artisanal. Dans tous les partenaires qu'on a vus, dans tous les acteurs qu'on a vus de cette nouvelle mobilité, il y avait beaucoup d'artisanat, beaucoup de bénévolat, beaucoup des coins de garage, etc. Vous, justement, vous êtes en phase d'industrialisation. Et donc, quels sont les plus grands défis que l'on rencontre quand on passe justement du proto? À un moment, ça a été dans le film, hein, proto, ça coûte plus ou moins 100 000 €. De passer à la production directement, c'est gravir l'Everest. Quels sont les défis? Est-ce que c'est justement, quand on veut le faire en Europe, est-ce que c'est l'aspect des coûts du personnel ou d'autres défis que vous rencontrez? Eh bien justement, on n'en vit pas encore. Et on aimerait... Le défi, c'est de faire de ces objets des modèles de rentabilité économique, que ça fasse vivre un écosystème de fournisseurs, d'industriels, une équipe autour de ce projet. C'est ça le plus grand défi, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Ce film de Jérôme Zindi est super d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment les pionniers de la mobilité. Il y a des gens qui s'y investissent énormément du temps et qui n'en vivent pas du tout. Et c'est admirable. C'est des gens qui croient beaucoup en ce qu'ils font. Voilà, mais c'est vrai que de faire évoluer les mobilités du quotidien, de proposer des objets qui sont décarbonés, responsables. Voilà, le principal défi, c'est d'inventer un modèle économique qui fonctionne, qui permet de faire vivre des gens et d'acculturer ensuite le public pour que ces solutions soient envisagées au quotidien par l'audience, par le plus grand nombre. Et on en est très loin. Voilà, il y a beaucoup de voitures sur les routes encore. Guido, vous qui avez l'expérience justement, enfin la vision, sans être responsable de ce qui se passe au niveau national, pas plus en France qu'ailleurs, est-ce que vous rejoignez ce qui a été dit ici, dans ce que vous observez comme autres projets dans d'autres pays en général, si vous avez une autre expérience? Oui, absolument. Merci. Absolument. J'ai regardé avec plaisir aussi les films parce que, bon, moi je travaille depuis des années dans la recherche et innovation, en particulier sur les véhicules zéro émission. Et donc, on va financer plusieurs projets. C'est pas seulement les véhicules normaux, électriques, on peut dire, mais on passe des 2 roues, donc des petits scooters, aussi des bikes, des vélos, jusqu'à les poids lourds, donc jusqu'à les camions électriques, ou aussi des fuel cells, d'hydrogène, mais zéro émission toujours. Mais en particulier, pour les véhicules légers, et donc je parle en général des véhicules légers, c'est clair qu'il y a toujours un problème. L'industrialisation, c'est plus difficile. Mais c'est plus difficile aussi parce que peut-être il n'y a pas encore un cadre réglementaire qui est correct. Parce que encore, comme on a entendu, on parlait des vélos, véhicules légers, c'est quoi? En catégorie, ce sont des L6, L7, ce sont les catégories, donc les cas de cycle, où on passe à la côté voiture. Et entre les deux, ça change complètement, parce que c'est totalement différent.
Et c'est pour ça aussi qu'on a développé plusieurs projets dans les dernières années, dans la recherche et l'innovation. Pas des projets que je vois, c'était pas de notre projet, de nos projets européens, parce que c'était plutôt français, mais on a fait beaucoup de choses et on a essayé tous les différents véhicules, donc des petits bikes jusqu'à la fin. Et les problèmes, c'est toujours là, mais je crois que dans le futur, on va essayer, et c'est ce qu'on est en train de faire, de garder la technologie, la compétence et l'innovation européenne, parce que c'est nécessaire, et la garder encore plus la construction, parce que si on n'a pas la chaîne des valeurs ici en Europe, on a tout perdu. Donc, ce n'est même pas le cas de continuer. Mais on peut continuer après. J'allais vous poser la question, on peut enchaîner là-dessus. Quels sont justement tous les projets sur lesquels la Commission est investie? Parfois, pour les Happy Fews qui travaillent dedans, ils ont entendu parler de Giants, de ZevUp, de M0, N0. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, je dis un truc comme ça, de Keycars à l'européenne? Ça, c'est quelque chose, peut-être, vous avez entendu aussi notre président Ursula von der Leyen pendant l'état de l'Union. C'était quand le mois de septembre, il a présenté l'initiative européenne e-car, on l'appelait, donc Small Affordable Cars Initiative, des petits véhicules. Maintenant, c'est pas moi, nous. Je dis toujours, moi je fais la recherche et l'innovation, on ne fait pas la législation, mais on est en train de travailler avec les collègues des autres directions générales, donc DigiGrow, DigiClima, DigiMove, DigiEner. Donc c'est tout connecté, parce qu'il faut toujours considérer, c'est pas seulement les véhicules, c'est l'écosystème de la mobilité qu'il faut considérer. C'est pour ça que, par exemple, nous on continue, on fait les véhicules, les recharges et les connexions avec la Smart Grid, parce que sinon ça marche pas. C'est difficile à gérer. Et donc, ils ont lancé cette initiative pour les e-cars. On est en train de travailler sur ça. Je crois que dans les prochaines semaines, peut-être, j'espère, semaines, pas trop des mois, on va avoir quelque chose de plus concret avec une ligne logique. Et je crois que ça va être un peu découvrir ce que manque entre ce qu'on a maintenant avec les quadricycles et les véhicules M1. De plus, c'est à voir, c'est pas facile du côté législatif, ça c'est clair. Mais je peux dire seulement en plus, peut-être, nous on a fait aussi, comme on avait plusieurs des projets qui géraient des petits véhicules, on a fait aussi une étude qui va être publiée d'ici à la fin de l'année, et en valorisant, en regardant c'est quoi, comment ça marche et comment ça pourrait marcher. C'est pas seulement la côté législatif, mais aussi les marchés, donc en analyse des connaissances et des capacités au niveau européen dans différents pays, et aussi les utilisateurs, ce qu'ils ont intéressé à faire et comment, et aussi en proposant des solutions. Mais on va arriver peut-être dans les prochaines semaines, j'espère donner des infos. On a presque un scoop, quoi. Ok, presque. Si on revient à la Belgique avec vous, Béatrice, comme je disais juste avant, la mobilité en Belgique, elle est fortement influencée par les entreprises. Hein, donc, au sein d'Actualonia, vous développez plein de choses. Il y a des conférences, il y a des formations en Mobility Manager, il y a des projets très spécifiques comme TVA, hein, tous vélos actifs, faites plein de choses dans la semaine de la mobilité. Est-ce que ces quadricycles électriques, est-ce que les véhicules légers sont intégrés déjà aujourd'hui? Et si pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore présent dans l'imaginaire des entreprises, mais de la société en général en Belgique, alors qu'on voit dans le reportage que ça pourrait répondre à beaucoup d'enjeux. Je pense que déjà, l'étape qu'on est en train d'essayer de franchir, c'est la cyclo-logistique, où les véhicules légers, mais peut-être plus industriels, comme la Citroën Ami, qu'on a vu aussi. Ça, c'est des véhicules qu'on commence à voir dans les flottes des entreprises, dans les politiques, dans les réflexions. Maintenant, des véhicules aussi innovants que la bagnole ou les autres modèles qu'on a vus ici, je pense que c'est pas du tout encore sur la carte mentale des gestionnaires de flotte, alors qu'on voit que financièrement, ça aurait énormément de sens, et au niveau pratique, ça répond à énormément d'enjeux. Prenez l'exemple de la Citroën Ami. Objectivement, est-ce que vous connaissez des gens qui seraient prêts à changer leur voiture de fonction? Or, on sait en Belgique, la voiture de fonction, on appelle ça la voiture salaire, hein, ça fait partie de mon package. Donc, je la lâcherai le jour où on me donnera la même chose en cash. C'est ça le projet Cash for Cars. Aujourd'hui, justement, avec le budget mobilité, on voit qu'un des objectifs du budget de mobilité, c'est se séparer de sa voiture grosse et polluante pour aller vers un package dans lequel il y a une petite voiture électrique. Est-ce que cette petite voiture électrique ne peut pas être remplacée par ceci, par exemple?
Oui, et même très avantageusement, puisque le budget mobilité peut être réparti en 3 piliers. Donc on échange un véhicule contre une enveloppe d'argent qu'on répartit en 3 piliers. Le premier, c'est éventuellement une voiture électrique. Le deuxième, c'est la mobilité durable. Et ces petits quadricycles rentrent dans ce pilier 2 qui est beaucoup, beaucoup moins taxé que le pilier 1. Donc stratégiquement, on est tous invités et ce budget mobilité deviendrait potentiellement obligatoire en 2026. En alternative, être proposé obligatoirement en alternative à toutes les voitures de société. Ce serait le choix rationnel. Je ne sais pas si on aura tout le monde qui fera ce choix-là, mais en tout cas, oui, il y a des gens qui font ce choix-là, j'en connais, qui ont renoncé à une voiture de société traditionnelle pour des modèles type Ami, Microlino, etc. Il y en a. On reviendra vers vous ainsi que vers tout le monde dans un deuxième tour de table, quand on aura un peu dépatouillé toutes les bonnes idées pour voir, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, notamment au niveau des entreprises. Là, c'était l'angle de vue du B2B. Xavier, même question finalement, mais dans un tout autre contexte, avec tout autre interlocuteur. Est-ce que les pouvoirs publics en tiennent compte? Je me souviens, on avait fait un reportage ensemble à Anderlecht où on avait vu une place que vous avez complètement réaménagée. Et autant on n'imagine plus aujourd'hui effectivement garder une place complètement en parking. Enfin, prenez des photos des années 60, la Grand Place était un grand parking. Aujourd'hui, donc forcément, on va intégrer la multimodalité, le vélo, les trottinettes en libre partage, etc. Mais est-ce que ce type de véhicule, aujourd'hui, est prévu et intégré quelque part dans tous les projets dont vous occupez? En termes d'espace public, encore pas du tout, hein, il faut être honnête. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de trottinette. Aujourd'hui, la trottinette est une réalité urbaine. Et donc, on a toujours un peu de retard par rapport à ces innovations. En même temps, dans le reportage, on n'a pas l'impression que ça nécessite des modifications majeures. Et c'est la bonne nouvelle. On est dans quelque chose qui est vraiment résilient dans le fait qu'il s'adapte en fait, à la réalité. En plus, on a des angles de gyration qui sont parfois très, très bons. On va se poser des questions du stationnement, parce qu'aujourd'hui, on a quelques véhicules en France. Qu'en est-il si on a des milliers de véhicules? Évidemment, ça consomme moins d'espace, mais il faut repenser le stationnement. La case de 5 mètres sur 2, la case de stationnement n'est plus adaptée finalement, mais on n'est pas non plus dans un espace de vélo entre deux arceaux. Donc je dirais que c'est même plutôt au niveau du stationnement qu'il faudrait commencer à y réfléchir. Et indépendamment de la dimension infrastructurelle, moi, ce qui m'a frappé dans le magnifique reportage, et avec une petite larme, parce que Gabriel Plassa est un de mes mentors, donc ça fait plus de 20 ans que je suis, c'est un vrai prospectiviste. Donc c'est quelqu'un qui a toujours 15 ans d'avance. C'est fabuleux, et là, il le démontre encore ici avec brio. Ce qui est intéressant, je pense que c'est le plaisir. Moi, j'ai mal, parce que j'ai beaucoup souri en fait pendant ce reportage, tellement c'était beau, ça donne de l'espoir et c'est vraiment magnifique. Mais il y a aussi un mot qui est ressorti souvent, la ruralité. J'ai l'impression qu'on a enfin quelque chose pour amener des solutions à 90%, 90% de la population en fait, hein, qui vit dans ces... Et on a parlé de mettre cela dans un futur budget mobilité, mais pour rentrer là-dedans, il faut connaître. Pour connaître, il faut tester. Pour tester, il faut avoir des véhicules à disposition. Il y a quelques territoires qui l'ont montré. Et donc là, je pense que collectivement, je pense que la solution est surtout en dehors des villes. Dans les villes, on a des solutions. On l'a démontré, que ce soit Anvers, Liège ou Bruxelles. Toutes ces grandes villes sont en train de muter. On est dans des courtes distances. On a des solutions multimodales, mais pas dans les territoires moins denses. Et là, il y a une vraie responsabilité des pouvoirs publics d'accompagner ce changement, d'abord par la prise de conscience, l'émotion. Et il y avait plein d'émotions. Les gens redevenaient des enfants dans ce reportage. Et c'est ça qui est fabuleux. Et que ça économise du CO2, des métaux lourds, etc. Tout ça, c'est super. C'est un objectif, mais c'est pas un moyen. Il faut que le moyen soit ce réflexe. Moi, je rêve d'envie. D'ailleurs, je suis content d'être à côté de mon voisin parce que je vais en commander une juste après. Mais moi, j'avais envie de me lever et d'aller tester ces véhicules. C'est fabuleux, ce reportage. Oui, je me doute. D'autant que, et c'est pas pour faire la publicité, mais vous avez aussi un programme Maestro Mobile dont le but c'est ça de faire découvrir en fait. Mais qui arrive aux mêmes conclusions. Donc on a été poussé et encouragé par les pouvoirs publics en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, à expérimenter au travers du jeu. Donc on revient bien dans le mécanisme de l'enfance, de la découverte. Et donc aujourd'hui, on a des grands programmes qui accompagnent les gens. Et ce qu'on a senti dans le reportage, c'est la même chose. Quand on met un vélo long tail, donc ces vélos allongés qui permettent de transporter un adulte et 2-3 enfants, mais le retour qu'on a, c'est fabuleux, je m'amuse, mes enfants s'amusent, j'ai complètement repensé mon déplacement et 2 mois plus tard, ils en achètent un.
Mais c'est la dimension, les obstacles financiers, réglementaires et tout, deviennent accessoires, en fait, à partir du moment où on a une expérience personnelle. Dans notre arsenal aujourd'hui, que ce soit nous avec nos programmes, que ce soit des associations comme ProVélo, plein d'associations qui existent. Je remercie d'ailleurs de Shifters pour la magnifique soirée, d'ailleurs, on voit le succès. On n'a pas encore ça dans notre arsenal. Donc il est urgent qu'on se dote de ce genre de choses, et j'insiste pour tester cela en milieu rural. Arrêtons de concentrer les choses dans les grandes entreprises bruxelloises. C'est pas là, la mutation, elle a été entamée il y a 20 ans. Il faut aller maintenant dans les territoires peu denses, dans les zones d'activité économique. C'est là qu'on doit engager le changement et donc pratiquer ces programmes d'activation, de changement comportemental dans des territoires qui n'en ont pas encore bénéficié. Ça me fait penser à une question, mais on pourra la garder pour un deuxième tour de table, comme ça tout le monde aura l'occasion d'y répondre. C'est l'image que certains en ont, notamment, beaucoup de fois ça a été cité, la Citroën Ami. On sait qu'en France notamment, c'est des véhicules qui ont inondé les parkings de collèges et de lycées, et du coup s'associer à, tiens, pour le même prix, ils auraient mieux fait de prendre leur paire de godasses, leur vélo ou un autre moyen de déplacement actif. Alors vous disiez, d'abord, Xavier, vous disiez, c'est découvrir, c'est jouer avec, avant d'aller plus loin. Ben justement, last but not least, j'aurais dû commencer par vous, parce que vous êtes un client, on dit toujours que le client est roi, et je vous laisse le mot de la fin de ce premier tour de table. Vous, justement, vous avez découvert, et puis finalement, aujourd'hui, vous êtes client. Quelles ont été toutes les étapes, primo, et secundo, quel a été le résultat? Et effectivement, comme on ne savait pas si vous seriez là ce soir, on avait fait un petit reportage avant, qu'au passage, on a tourné sur une piste cyclable. Ça, c'est une des particularités du car bike. Pour rappel, le car bike est ici devant, je pense que tout le monde l'a vu tout à l'heure. C'est quoi votre expérience finalement? D'abord, comment vous êtes arrivé à être propriétaire de ça? D'abord, merci aux Shifters, merci Damien pour l'invitation. Donc c'est un plaisir de pouvoir m'exprimer en face de vous ce soir avec tous ces experts, c'est très agréable, très intéressant d'ailleurs. Donc merci à Jérôme Zindi aussi, très chouette reportage. Donc moi je suis utilisateur, je suis pas un producteur de genre de véhicules alternatifs et c'est super de voir qu'il y a un tel engouement. Alors moi, c'est surtout parti d'un besoin. En fait, je fais beaucoup de villes, et donc ce que vous disiez, c'était tout à fait juste par rapport à l'utilisation qui était plus appropriée, je pense, en campagne, pour des véhicules qui sont un peu plus importants, comme la bagnole ou ce genre de choses. Le fait est que moi, je travaille en ville avec beaucoup de déplacements, donc je fais en moyenne par jour 20 à 30 km, et donc c'est vrai que c'est venu tout naturellement d'un besoin. Je me suis déplacé en vélo et en fait vous connaissez le climat bruxellois et donc c'est compliqué de se déplacer tous les jours en vélo et d'arriver plus ou moins sec et plus ou moins confortable, et donc c'est vraiment parti au départ d'un besoin et j'ai tenté de combler ce besoin avec un véhicule qui comblait donc mes attentes et donc quelque chose d'actif et confortable quoi. Voilà, ça c'est le démarrage en tout cas. Ça c'était le démarrage. Et puis après vous êtes passé à la caisse. Et puis je suis passé à la caisse. Ah, comment ça se passe? Et finalement, il y a le prix d'achat, déjà, je crois qu'on peut en parler. Et puis après, peut-être qu'on fait des économies ou pas sur certains autres postes. Alors, le besoin, c'était surtout d'avoir un véhicule. Puis en fait, acheter une bagnole en ville, c'était complètement inconcevable. Donc moi, je le disais, je me déplace beaucoup. Ma compagne se déplace beaucoup aussi dans le cadre de son travail. On a beaucoup de rendez-vous qui s'organisent dans la journée. Et donc en fait, c'était complètement inconsidérable d'acheter une bagnole. Et donc oui, il faut passer à la caisse. Je suis indépendant. J'ai cette chance-là de pouvoir déduire à 100% l'achat d'un véhicule électrique, d'un vélo en fait. Et donc ça, je veux dire, dans ma position, c'est la chance que j'ai. En tant que particulier, c'est pas gérable. Donc le car bike, c'est 12 000 € plus TVA. Ici, moi, je paye pas. Enfin, je récupère la TVA en Belgique. Et donc, in fine, c'est pas un surcoût pour moi en tant qu'entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut les sortir, quoi. Alors, ni en entreprise, ni comme particulier, vous n'auriez touché de quelque chose à l'achat. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de bonus. Alors, suite à nos échanges, j'ai quand même, en tant qu'entreprise, je savais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'aide à l'achat. Et en particulier, j'ai cru trouver une prime quand même à Schaerbeek, parce que j'habite à Schaerbeek, de 400 €, je pense, pour l'achat d'un véhicule électrique, type vélo électrique, quoi. Ok. Si on parcourt les différents coûts, vous pouvez juste répondre oui ou non. Est-ce qu'il y a eu un bonus à l'achat? Non. Est-ce que vous avez payé moins de taxes, taxes de mise en circulation, taxes de roulage par rapport à une voiture? Là, après 4-5 ans, on fait des économies, oui. En assurance aussi, c'est plus avantageux par rapport à... Alors, la particularité du car bike, c'est que c'est 25 km à l'heure.
et donc c'est pas considéré comme un speed pedelec, donc il n'y a pas d'obligation d'assurance. Après, effectivement, il vaut mieux assurer sa responsabilité civile, donc je suis assuré. Puis forcément, c'est des véhicules qui sont coûteux, donc il vaut mieux les assurer aussi pour les dégâts de manière générale. Après, il y a des... Oui, ça coûte le prix d'un vélo à l'acquisition. La maintenance, c'est des prix c'est des coûts qui sont assez réduits par rapport à une voiture. Pas de taxe de mise en circulation, pas de benz. On est sur de l'électricité, ça consomme quasiment rien. On l'a vu durant le reportage. Donc oui, en termes financiers, c'est super intéressant. Ouais. Après, il y a cette problématique, on en parlait du stockage. Il n'y a pas d'infrastructures qui sont mises à disposition, qui sont... Aujourd'hui, on disait qu'on avait déjà un peu trop de... Enfin, tout va très vite, en fait. Et avec ces véhicules qui arrivent en ville, moi-même, je me rends compte que si on en met 200 ou 400 autour des endroits où je me déplace, mais ça va être compliqué de les stocker. Moi, par exemple, je loue un parking, parce qu'en fait, il faut pouvoir couvrir aussi ce type de véhicules. Pour des véhicules électriques ou des vélos plus classiques, il existe ces arceaux, là. Ça, c'est pas mal, mais pour un véhicule de 2,30 m de long... de 80 cm de large, on ne sait pas les mettre dans ces arceaux pour l'instant, quoi. Donc il faut que ça évolue. Et du coup, et c'est peut-être une question pour tout le monde, maintenant qu'on a fait ce premier tour de table, est-ce que une des solutions, un des avenirs de tous ces véhicules-là, ce ne serait pas tout simplement le swapping? On voit que dans les villes, comme disait Xavier, il n'y a pas que les villes, mais dans les villes, il y a un énorme problème de parking, il y a un énorme problème d'accès aux bornes. Ici, on n'a pas vu un modèle, mais en Espagne existe Silence. Le principe, c'est un peu comme un vélo. Vous arrivez à une station ou bien chez vous, justement, et vous déployez une batterie. Comme elle pèse très lourd, elle se déploie sur des roulettes, et vous la ramenez dans votre immeuble appartement, de sorte que le lendemain matin, vous pouvez partir. Est-ce que ce genre d'idée, vous trouvez, chacun peut répondre d'ailleurs, que c'est plutôt un gadget, ou au contraire, c'est quelque chose qui devrait être prévu, par exemple, dans les entreprises, de la même manière qu'aujourd'hui, on prévoit des bornes pour les collaborateurs, et on sait que c'est problématique, ou bien dans les espaces publics, justement, de prévoir que, à proximité des immeubles à appartements, justement, pour éviter de devoir trimballer sa batterie pendant 2 km, on prévoit ça. Est-ce que le swapping vous inspire? Moi, j'ai l'habitude des cash, non. Non, parce que si on le veut comme un outil rural, en milieu rural, il n'y a pas cet enjeu. Et donc, ne voyons pas cela comme une solution urbaine. Je dis pas, je ne veux pas être catégorique dans le sens que on n'a pas ce genre. Mais on l'a dit, un utilisateur dit, je n'imagine pas en avoir 200. Ouais, ben bon, si c'est pas pour en avoir 200, alors on n'a pas de masse critique. Par contre, en milieu rural, on n'a pas cet enjeu-là, justement. On n'a pas l'enjeu de l'espace. On a une allée de garage ou une allée, etc. On est dans des entreprises qui sont vastes, etc. Et donc, où là, on peut adapter en fait beaucoup plus facilement ce mode de déplacement. Il finira bien par arriver en ville et j'espère bien que les véhicules intermédiaires rentreront dans nos villes aussi et vont se poser des questions certainement, mais dans un certain... Ça me semble... Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour parler d'une infrastructure comme celle-là de swapping, d'échange de batteries ou autre. Juste avant, Guido, je vois Béatrice hocher de la tête. Elle ne partage pas sa vie. Et je me posais la question, on voit que dans les entreprises, c'est souvent le problème. Les gens reçoivent une voiture électrique et puis ils n'ont pas une solution à la maison pour recharger. Bah oui, je serais plus nuancée. Les zones rurales, tout le monde n'a quand même pas une allée de garage. Il y a des appartements aussi en zone rurale et pas forcément d'arrêt de bus. Et donc, c'est un problème qu'on voit beaucoup avec les voitures de société maintenant. Effectivement, l'entreprise est prête à mettre la borne à disposition, mais encore faut-il avoir un endroit où installer la borne. Et là, je trouve justement que les véhicules intermédiaires sont intéressants. On l'a vu, on peut se brancher sur une simple prise. Et moi, là, c'est plutôt là que je trouverais qu'il y a des solutions. Enfin, avoir des prises disponibles en voirie, c'est beaucoup plus facile. Il y avait un projet à Woluwe, je pense, où simplement les réverbères étaient équipés de prises pour pouvoir se charger. Ça, c'est une solution très légère à mettre en place, super accessible. Et là, voilà, comme on n'a pas besoin de la puissance qu'il faut pour recharger une Tesla, on peut le déployer très facilement partout, sans faire dresser les cheveux d'Orès. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, je pense, Guido? Si je peux, en continuant, parce que j'aime bien aussi la côté rural aussi du film qu'on a vu. Ça, c'est clair. Il y a un business case qui est très clair. Tandis que pour les villes, attendez, il faut toujours penser, il faut avoir une complémentarité avec les transports publics. Sinon, ça va être impossible à gérer. Et il y a toujours, pour les véhicules comme ça, un problème de cannibalisation. Ça veut dire que est-ce qu'on va
prendre des voitures en moins ou des moyens de transport public en moins. Est-ce que c'est du bien si on a 400 vélos comme ça, quand on dit qu'on peut avoir les métros qui marchent mieux, les trams et les bus? Donc il faut toujours, c'est pour ça que je dis, il faut regarder les systèmes, parce que si on regarde les spécificités d'une solution, on n'a pas la vision globale et ça peut d'arriver à des blocs et des blocages qui sont difficiles à gérer. Oui, juste pour compléter ceci, est-ce que ça c'est un point de vue, est-ce que ce ne serait pas aussi l'inverse? On voit que tous ces véhicules sont très très limitatifs, et moi tous les spécialistes de la mobilité que j'ai interrogés, à qui je demandais c'est quoi l'avenir de la mobilité, ils m'ont tous toujours répondu c'est la multimodalité. Et grâce quelque part aux limites de ces véhicules, on sait bien qu'on ne part pas en vacances avec, eh ben, quelque part, est-ce que, et y compris dans les villes, est-ce que ça ne favorise pas la multimodalité? Je ne sais pas, une question... Alors nous, la bagnole, elle a été pensée comme un véhicule pour la ruralité, justement. Nous, on voulait que ça soit un véhicule qui soit capable de rouler sur des routes dans des conditions météorologiques particulières, et plutôt de faire de l'intervillage d'ailleurs, avec ce côté multi-usage, se déplacer sur son exploitation agricole, etc. Et puis en fait, on se rend compte que c'est un véhicule multi-usage. Nous, on a passé 2 ans en fait à rencontrer des gens, à leur faire essayer, à comprendre, à expérimenter un peu tout ça, et ça nous a vachement orienté sur les usages, en tout cas. Et il y a une donnée, en fait, dans la mobilité, mais ça, c'est encore de la prospective, mais c'est sûr que quand on est propriétaire d'un véhicule, il passe 90% de son temps au garage. Que ça soit un vélo, que ça soit un véhicule, etc. Donc, il existe des systèmes de partage de véhicules, de car sharing, etc. C'est pas suffisamment développé, on pourra le développer encore plus. Donc il y a sûrement une voie de développement sur ce côté-là, mais cette donnée elle est quand même importante. 90% à 90% n'utilise pas son véhicule dont on est propriétaire. Donc s'il y a cette donnée-là, donc nous on a rencontré des petits villages en France qui tout d'un coup se disent on est une communauté, on va acheter 3 véhicules et on va se le partager. Ça commence par là, mais il peut y avoir, je sais pas, en ville, ça peut être un quartier par exemple, un quartier qui commence à avoir... voilà. C'est encore de la prospective, les gens ne sont pas du tout acculturés à ça. L'acculturation commence, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, ça va mettre du temps. La culture automobile dans le monde entier est une culture centrale. On a besoin d'une voiture, ça fait 50 ans qu'on se prend du marketing automobile dans la tête. C'est un synonyme de liberté, il faut une grande voiture, c'est super bien. Donc les nouveaux modes de mobilité comme ça commence maintenant, ça a commencé, mais ça commence maintenant, et maintenant c'est comment on fait le levier pour aller plus loin et obtenir encore plus d'audience du grand public, etc. Moi, je voulais juste revenir par rapport à la bagnole, effectivement, super alternative pour les milieux ruraux. Moi, je viens d'un petit village de 400 habitants et c'est clair que mes parents, ils ont tous les deux une bagnole. Il y avait une voiture pour les enfants, donc il y avait plein de bagnoles à la maison. C'était la même chose dans tous les foyers. Et la bagnole, ça prendrait vraiment tout son sens pour faire de l'intervillage. Je trouve que c'est vraiment une super initiative. Et effectivement, ça prend vraiment son sens. En ville, quand je parlais du fait que je ne voyais pas autant de véhicules tels que des véhicules alternatifs comme celui que j'utilise aujourd'hui, mais en fait, je pense que la bagnole prend une place tellement importante qu'il est compliqué de pouvoir mixer ces 2 types de véhicules en fait aujourd'hui. Et j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer beaucoup de familles de par mon travail. Et en fait, je me rends compte aussi que c'est comme à la campagne, il y a tout le monde qui a une bagnole. Et en plus d'avoir chacun une bagnole, quand il y a des parents qui doivent déposer leurs enfants à l'école, ils ont des vélos cargo par exemple. Et en fait, quand il fait moche, en fait, ils sortent pas le vélo cargo, enfin pas tous en tout cas. Et alors ils sortent là la voiture. Et je trouve que ce qui est intéressant avec le car bike par exemple et les moyens alternatifs, c'est qu'on peut supprimer un des 2 types de véhicules, quoi. On peut supprimer ce cargo qu'on utilise en fait uniquement pour transporter des personnes. On pourrait utiliser un véhicule alternatif pour faire ce job-là et désengorger déjà les halls d'entrée des maisons et les routes. Mais je pense qu'il faut aussi passer par la case où on vire des bagnoles de la ville, malheureusement, quoi. Donc trop de bagnoles, il faut le remplacer par la bagnole, c'est ça? Un peu en ville, je suis pas sûr que la bagnole aurait tout à fait sa place parce que ce serait effectivement remplacer une bagnole par une autre bagnole. J'ai encore plein de questions, mais on avait une promesse ce soir, c'était de vous laisser la parole. Qui tire en premier? Qui a une question? Là, tout en haut. J'ai une question donc pour Béatrice.
À combien de temps vous estimez éventuellement le développement de la filière? Donc vu que en Belgique, quoi. Je suis pas sûre d'être la mieux placée pour vous répondre. Ah, je sais pas, mais ça peut être. Ah. La filière peut vous répondre, on estime des ventes l'année prochaine. Non, la filière totale des infrastructures Oui, il faut être plus clair. Enfin, donc les productions en Belgique et des prototypes, on fera des ventes normalement l'année prochaine. Donc il y aura une filière qui produit et vend des véhicules intermédiaires belges là incessamment sous peu. Maintenant, voilà, ça dépend. Il faut définir filière. Donc nous, on est membre de Michael Revoet, un des fondateurs de Shifty. On est un des prototypes dans le hall et mes voisins sont le deuxième prototype dans le hall, c'est-à-dire Mobicoop. Donc on est 2 des 3 projets wallons qui sont actuellement en cours de finalisation de prototypes et donc incessamment sous peu de vente, de leasing et même de partage. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Merci, en tout cas pour la question. Autre? Je sais pas si y avait un ordre. Damien, je vais bien donner un petit éclairage. Oui, bien sûr. Dans le secteur des transports, on est dans des longues temporalités. La filière électrique, on est sur 20-30 ans minimum. Tout projet, un nouveau projet de transport va prendre 10 à 15 ans, etc. Donc on est dans des cycles longs. Donc je me réjouis de voir que la filière belge wallonne se développe, etc. Mais on est dans des cycles longs, tout simplement parce qu'en Belgique, la voiture moyenne est possédée 9 à 10 ans, si pas 11 ans par un ménage. Je ne parle pas des voitures de société, mais donc le renouvellement du parc mais généralement facilement 20-25 ans, parce qu'il faut que les véhicules sortent, etc. Donc on est dans des temps longs. Mais c'est pour ça que c'est très important, si on a un objectif de neutralité ou de bas carbone 2050, on est au moment de transition, au moment de basculement. C'est en 2025 qu'il faut que la filière démarre pour qu'en 2050, on ait quelque chose qui devienne statistiquement considérable en fait, dans la mobilité. Mais ne pas attendre ça pour 2030. En 2030, ce sera anecdotique, même si je souhaite le meilleur du monde pour la filière. Et sachant effectivement qu'en Belgique, et vous en savez quelque chose, il n'y a pas l'équivalent de l'ADEME, il n'y a pas de programme de soutien, voilà, ni au niveau fédéral, ni au niveau régional. On aurait aimé en discuter ici avec un pouvoir responsable, mais ça va être un peu compliqué. Question ? J'arrive. Merci. Bonsoir, Charlotte de Broek, Bruxelles Mobilité. Donc désolée qu'on soit raté parce que je pense qu'on serait volontiers venu participer au panel. On vient normalement aujourd'hui de publier une étude sur la question des véhicules intermédiaires, de leur potentiel, de la réglementation à changer. Et il y a peut-être un élément que je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été discuté dans le panel jusqu'à présent, c'est qu'il y a vraiment un intérêt au niveau social aussi. Ce sont des véhicules qui coûtent vraiment très peu cher à l'usage. Et on a réalisé une étude il n'y a pas longtemps au sein de Bruxelles Mobilité sur les ménages qui sont en situation de privation matérielle et qui ont quand même une voiture, donc qui sont vraiment automobilistes contraints. Et on estime que c'est à peu près 30 000 personnes à Bruxelles. Donc c'est vraiment pas rien. Et autant j'appuie ce que dit Xavier sur le fait que essayer, c'est tout de suite du plaisir comme le vélo cargo. Je pense que quand on est dans certaines situations, pouvoir mettre 5 000, 10 000, 15 000 euros dans un véhicule, le plaisir, ça ne suffit pas. Et donc je pense qu'on a un rôle en tant que pouvoir public à réfléchir comment on peut aider le développement de ce type de véhicule par rapport à certains publics qui ont besoin de se déplacer autrement qu'à vélo, qui n'arrivent pas à se déplacer autrement qu'à vélo, qui n'arrivent pas à se déplacer en vélo en transport public. Et donc on est en train de chercher maintenant justement comment mettre en place un soutien pour avoir des cas pratiques à tester et montrer aux Bruxellois tout ce qu'on peut faire avec des véhicules intermédiaires. On participe, nous, à un programme à la ville de Marseille. La ville de Marseille devient propriétaire des véhicules et le met en leasing social auprès de personnes qui candidatent pour obtenir ce leasing social. Alors c'est en train de se designer, mais c'est aux alentours de 50 € par mois pour rouler en véhicule intermédiaire comme la bagnole. Et c'est en train de se développer, c'est financé par l'Europe. Alors, je ne suis pas un gros spécialiste de toutes les zones de financement. Je veux bien la source, parce qu'on cherche aussi des sous. Comment ? Je veux bien la source, si vous l'avez, parce qu'on cherche aussi des sous. Pas de souci. Juste ajouter un point peut-être, il y a aussi un fonds qui a été créé récemment, c'est le Social Fund for Climate,
les fonds sociaux du climat. Et vous savez que chaque État membre doit présenter chaque année un plan national. Et donc, ça doit être démarré, focusé sur ça. Et bon, je ne sais pas ce que la Belgique a présenté déjà, mais ça, c'est la logique. Et ça, en plus de ça, c'est seulement pour être des choses affordable, soutenables, mais aussi pour des spécifiques personnes avec des disabilités. Problème en plus, et ça doit être conçu avec les citoyens. Donc, je ne sais pas si la Belgique a déjà démarré toutes les marches pour faire ça, mais ils doivent le faire. Okay. Désolé, je ne savais pas. Et alors, par rapport au panel, si je rajouter quelque chose, vous avez rédigé, enfin, un de vos collaborateurs a rédigé un rapport très, très, très intéressant qui n'était pas public il est depuis aujourd'hui, je pense, hein, duquel on s'est inspiré, qui est très, très intéressant, qu'on peut inviter d'ailleurs tout le monde à consulter avec, si je me souviens bien, 22 mesures concrètes pour le développement de ces véhicules. Merci. Une autre question là-bas au-dessus. Allez, hop. C'est reparti. Merci pour vos échanges déjà. Petite question pour Guido Sacchetto. Au niveau des véhicules et des politiques qui peuvent être enclenchées maintenant, en termes d'industrialisation au niveau européen, est-ce que quand on parle de smart grid de votre côté, est-ce que l'intégration du véhicule électrique dans le cadre de ces smart grids ne risque pas d'avoir un impact en termes d'industrialisation et donc de pousser finalement des industriels ou les industries à prendre une grande partie du marché finalement, et ce qu'on observe ici avec des phénomènes plutôt organiques, plutôt pas anarchiques, mais dans le bon sens du terme, je dirais. Est-ce que ça ne risque pas de pousser en dehors des petits producteurs finalement par rapport à des grosses entreprises qui dans 5 ans ou dans 6 ans vont se dire ah voilà, nous maintenant on monte sur le terrain parce qu'en fait on a du volume, et un gros industriel il veut du volume. On travaille en R&D, pareil de mon côté. Et donc, je crois que c'est un point assez majeur. Oui. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a toujours la nécessité de faire les scaling up, donc d'avoir un marché. Sinon, c'est difficile la production. Mais il y a tout le monde qui peut confirmer. Sur les smart grid et le vehicle to grid, donc les bidirectional charging, je pense que c'est ça les problèmes. Donc maintenant, il y a de plus de véhicules qui auront la possibilité de faire du recharging bidirectionnel. Et c'est clair que ça va être un plus, mais ça va être un plus pour toute la grille et tous les véhicules. Donc ça va aider beaucoup la réduction d'énergie nécessaire pour le futur. C'est quelque chose qu'il faudra implémenter toujours de plus. J'espère qu'avec des choses qu'on est en train de faire, comme les stratégies pour les scaling up et les start-up, on peut essayer et développer, aider les innovateurs à devenir les prochains unicornes, et donc d'être assez forts pour compenser la capacité, ça c'est clair, des grands producteurs et manufacturiers. Mais c'est clair qu'il faut avoir au moins un nombre assez rentable pour continuer les activités, sinon ça devient difficile dans les secteurs de l'automotive et de la mobilité en général. J'essaie de respecter un principe qu'on a chez Shifters, une question d'un homme, une question d'une femme. Mademoiselle. On sait qu'un des freins de la mise au vélo pour les gens, c'est les questions de sécurité. Et ces questions-là, elles ont été peu abordées, elles n'ont pas été abordées dans le reportage. Et donc moi, je me demandais qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que déjà dans le ressenti des gens qui s'y mettent, il y a moins ce frein de la sécurité, et aussi très pratiquement, hein, on sait, s'il y a des gros SUV sur la route, dans une collision entre un véhicule léger et un SUV, on sait très bien qui va s'en sortir le moins bien. Comment est-ce qu'on fait face à ces freins et mentaux et très, très pratiques? Louis est utilisateur quotidien, il peut peut-être donner un peu son expérience. Moi, je peux parler un peu du côté fabricant aussi. Moi, je roule quasiment quotidiennement en bagnole dans un centre-ville comme Marseille. Donc, c'est une bonne question, parce que je pense que inviter un cycliste à utiliser un mode de locomotion tel que celui que j'utilise ou comme celui qui est développé en Wallonie, c'est gérable, parce qu'en fait, effectivement, on est beaucoup plus vulnérable dans ce genre de véhicule ou en vélo que quand on est en voiture. Et donc je pense que faire le pas pour ces gens-là,
moi, je me sens assez privilégié d'être en bonne santé, d'être physiquement capable de pouvoir tracter ce véhicule, même s'il y a une assistance électrique. Je suis capable de pouvoir faire face aux intempéries, mais c'est vrai qu'il faut... c'est pas comme prendre sa voiture toute chaude en bas de chez soi et mettre le contact, quoi. C'est un peu différent, et je pense qu'effectivement, il faudrait pouvoir donner l'opportunité à des gens d'essayer. Après, moi, le véhicule que j'ai choisi d'acheter, c'est un véhicule 25 à l'heure qui va sur piste cyclable, et c'était aussi un choix de ne pas prendre la place d'une voiture pour me sentir de côté sur une piste cyclable. Et donc en sécurité. Est-ce qu'il y a cette notion de sécurité? Ouais. Alors, il faut faire attention. Nous, en tant que fabricant de véhicules de quadricycle à moteur électrique, donc avec et sans permis, nous, on a une version à 45 km/h et une version à 80 km/h. C'est vrai qu'on roule à 80 km/h dans ce genre de véhicule. C'est pareil, c'est une acculturation. Vraiment, il faut conduire ces véhicules différemment. Nous, dans nos différentes communications, on dit toujours, avant de monter en bagnole, on prend son temps, on redevient conscient de ce qu'on est en train de faire, on va se déplacer, voilà, donc c'est valable pour tout le monde. On en est loin encore, il y a une très grosse acculturation. Je pense que quelqu'un qui monte dans son SUV, qui a 480 chevaux, qui est super content de rouler très vite, à côté d'un vélo en centre-ville, enfin, c'est compliqué. Donc c'est vraiment tout, c'est générationnel, vous en parliez à l'instant, c'est générationnel, ça va évoluer. Et nous, notre véhicule... il respecte des homologations. Il y a évidemment un très gros sujet sécurité, freinage, ceinture de sécurité, etc. Et se développe la sécurité passive qu'on porte sur soi aussi. Donc, par exemple, on peut porter des airbags sur soi. Et donc, il y a de l'innovation qui est en train d'arriver pour le vélo, pour le quadricycle, pour le véhicule intermédiaire. Et tout ça va se développer petit à petit, quoi, avec l'aide des industriels et des innovations. Mais il faut qu'on accélère. Oui, puis un petit détail dans l'histoire, on n'en a pas montré ici, mais historiquement, on appelait ça des voitures sans permis pour les gens. Voitures sans permis a une connotation pour les personnes qui sont en déchéance de permis de conduire, qui n'ont plus les capacités. Pour compléter les réponses, si ça intéresse quelqu'un, Vias a réalisé une étude très intéressante d'une bonne 50aine de pages, qui a le mérite en plus d'être réalisée en Belgique. Et pour conclure, il mettait en évidence le fait que c'est pas le véhicule qui est dangereux, c'est son utilisateur. Effectivement, si on a une personne qui, pour plein de raisons, n'a plus toutes les capacités cognitives, on va dire, de conduire, ou à l'inverse, un très très jeune conducteur qui n'a pas encore l'expérience, ben ça vient plus de l'utilisateur que du véhicule, et également de l'état du véhicule. Hein, dans des zones plus paupérisées de Belgique, comme par hasard, c'est là qu'on voit les statistiques d'accidents, étude très intéressante qu'on a partagée ensemble d'ailleurs. Non, moi aussi, parce que j'ai eu la même question. Regarde, il n'y a pas de sécurité. On ne parle pas beaucoup de ça. Et c'est très important parce que ça, c'est le côté rural. Et peut-être c'est moins intéressant, même si c'est fort, mais dans les villes, ça va être encore plus. Donc, dans l'étude qu'on a fait, on a fait une étude aussi sur l'accidentologie pour regarder combien c'est clair qu'on va avoir des problèmes. Mais ça dépend ça va être quelle est la vitesse maximale. Et donc, on n'a pas de cadre réglementaire pour l'instant. Peut-être on va en avoir quelque chose pour un petit véhicule, mais ça va devenir la façon de l'utilisateur qui règle la côté législative liée à la sécurité. Et donc, mais c'est clair qu'on a une vision zéro dans les 2050. Donc, c'est clair, on ne veut pas d'accidents. Il faut les réduire à tout moyenne. Avons-nous encore une dernière question féminine? Désolé, monsieur. Ah, c'est passé à ça. Hein. Non, je plaisante. Bonsoir, merci. Moi, j'ai toujours des questions, donc ça tombe bien. Et ici, c'est une question très pratico-pratique, plutôt pour les utilisateurs ou des personnes qui ont déjà testé. C'est aussi au niveau de la sécurité, mais plutôt vraiment du véhicule. Parce que moi, ce qui peut-être me bloque venant d'un milieu rural, c'est que j'essaye de prendre le train un maximum et donc éventuellement laisser mon véhicule à la gare. Et là, directement, je me dis, oh mon Dieu, c'est un nouveau véhicule, c'est quelque chose d'innovant, et du coup, on va vouloir casser. Et moi, même si voilà, les assurances existent et tout ça, je me dis, ça m'ennuierait très fort d'arriver à la gare. Mon véhicule est pété et je dois appeler mes parents en renfort pour venir me chercher. Et voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Quelle est votre expérience là-dessus? Voilà, c'est ma question. Alors, il y a une part de prise de risque. Moi,
J'habite et je travaille à Bruxelles et je travaille, on va dire, globalement à Scarbeck, qui a tout type de quartier. Et c'est vrai que quand je le gare, parfois je me dis que je prends un risque. À proximité, surtout d'une école, parce que j'ai peur que des enfants puissent s'amuser à essayer de rentrer dedans, à chipoter au tiret, tout ce genre de trucs. Après, la nuit, il est dans un endroit fermé, sécurisé. Et en journée, je l'attache avec une alarme. Et donc, j'espère que personne ne va essayer de le dégrader. Il n'y a rien à prendre à l'intérieur. Et puis, si on veut rentrer dedans, on rentre dedans. Et donc, en fait, voilà, il y a Jack Test, le véhicule est là. Si vous voulez rentrer dedans, allez-y. Et puis, qu'ils essayent seulement. Oui. Pareil, au niveau de la fragilité, c'est vrai que des véhicules fragiles n'aident pas non plus l'autopartage. Partager ces véhicules. Il faut que les véhicules soient vraiment très robustes, qu'on puisse remplacer très facilement à bas coût quelque chose qu'on casserait dans le véhicule. Et il faut que ces véhicules soient pensés de manière très robuste et sobre en prix et en énergie. La bagnole, par exemple, pour penser la bagnole, par exemple. Il m'a fait monter sur un trottoir de 20 cm tout à l'heure, j'ai cru qu'on allait mourir. C'est pas que pour la ruralité, c'est également pour monter sur les trottoirs. Donc comme ça peut remplacer les 4x4, dont c'était la finalité. Il nous manquait un acteur ici, c'est le pouvoir politique, en tout cas pouvoir public, pouvoir décisionnel, parce qu'il faut des aides, il faut des bonus. On en a parlé, je crois qu'on est tous conscients de ça. Il ne pouvait pas être avec nous, mais on l'a interviewé avant. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on peut vite montrer son visage, hein, parce qu'en préparant, on m'a dit, et pour paraphraser... non, lui, on le connaît, je pense. Pour paraphraser des proches, on me dit que des Français se sont glissés dans la salle. Alors si c'est votre cas et que vous ne savez pas, le monsieur qui est ici à ma droite, c'est l'ancien ministre de la Mobilité fédérale. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire en matière de mobilité, c'est lui. Petite précision, très très importante, entre-temps, il a quitté la vie politique, donc peu importe sa couleur politique qui était écolo pour pas la citer. Donc je posais différentes questions, notamment qu'est-ce qu'il faudrait faire pour promouvoir. Vous allez voir que sa réponse est assez intéressante, parce que là où tout le monde se dirigerait vers lui en disant que fait le pouvoir public, vous allez voir qu'il renvoie un petit peu la patate chaude vers les constructeurs. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième élément, vous allez voir qu'il trouve ça formidable, mais force est de constater que pendant ces 4 ans de mandat, c'est pas un dossier sur lequel il est travaillé. Bonjour Georges. Bonjour Damien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation ici au parc de la Dodène à Nivelles. Vous n'avez pas la possibilité de vous rendre ici à la tricoterie ce lundi 29 septembre. Mais c'était l'occasion de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que cela se développe? On voit notamment aujourd'hui, il n'y a aucun incitant, il n'y a aucun bonus, ni pour les particuliers. Il n'y a pas de fiscalité pour des employés ou même des patrons pour pouvoir déduire ces véhicules. Alors, on a évoluer vers une déductibilité plus grande de ce type de véhicule. C'est un des derniers travaux que nous avons réalisés avec le gouvernement précédent, mais il faut surtout une offre suffisante qui va pouvoir générer la demande. Je suis frappé dans mon quotidien, hier comme ministre, aujourd'hui comme simple citoyen, des questionnements des acteurs économiques, des individus en particulier par rapport au coût de la voiture électrique. On a construit des voitures électriques beaucoup trop grandes, trop coûteuses, inaccessibles. C'est incompréhensible pour un pensionné, pour un employé avec un salaire bas ou moyen. D'autres continents que l'Europe ont compris qu'il y avait là un potentiel d'avenir. L'industrie européenne court après. Elle est plutôt en train de plaider pour freiner le changement. Moi, je pense qu'elle doit l'accélérer, y compris en créant les filières de réutilisation des batteries, de réutilisation des matériaux qui sont compris dans les batteries. Et ça, c'est l'avenir. Si demain, il y a une offre renforcée, accessible financièrement, je pense que la demande va suivre, parce que c'est l'avenir de la mobilité, une mobilité décarbonée, beaucoup mieux pour la qualité de la vie de tout le monde. Vous êtes à fond derrière alors? À fond. Ah ben magnifique. Grand merci. Merci à vous. Et bonne route. Oui, bon train et bonne route et bon vélo et bonne voiture électrique, petite si possible. Voilà. Il y avait son pouce levé à la fin, je pensais terminer sur cette note très très positive. Sur ce mot de la fin, on vous invite encore une fois à aller regarder tous les modèles
toutes les pièces uniques, parce que toutes repartent dès ce soir, donc on n'aurait plus l'occasion avant peut-être un certain temps. On vous invite à continuer le débat, parce qu'ici on a répondu à la question, essayé en tout cas de répondre à la question du côté de vous comme consommateur, mais vous comme acteur, comme citoyen, shifter ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Il y a plein de projets. Perrine a parlé tout à l'heure de régime. Il y a peut-être d'autres choses qu'à faire. On travaille, mon camarade Olivier et moi-même, sur l'idée aussi d'une fédération, même au niveau européen, pour défendre, pour que tous ces acteurs soient représentés de la même manière que les constructeurs automobiles le sont. La CEA, c'est un énorme lobby qui dispose de millions d'euros, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Encore merci à toutes et tous. On a explosé le compteur grâce à vous. On s'était dit, tiens, si on a une cinquantaine de participants, on sera très très content. On a dépassé la capacité de la salle. Très grand merci à toutes et tous. Immense merci aussi à Perrine, à Justine et à toutes les autres qui ont permis à cette soirée de pouvoir avoir lieu. Mon retour. Et bonne route.